Salut, c'est Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. Parce qu'il y a personne qui parle mal sa langue maternelle. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Isa, Manu, aujourd'hui, j'avais envie de faire une chronique sur la faute, l'écart, la tâche, la transgression, le péché linguistique, tiens, Isa. oh, la fameuse faute. Parce que c'est souvent comme ça qu'on la considère, l'erreur de français, surtout à l'oral. On la voit comme quelque chose de laid, de honteux et qu'il faut surtout pas faire ni entendre dans l'espace public. Si une politicienne ou un journaliste connu ont le malheur de laisser échapper un « si j'aurais » ou un « ça là », eh bien, il y a des bonnes chances qu'on en entende parler dans une revue humoristique de l'actualité. On va même aller jusqu'à juger négativement la compétence professionnelle d'une personne par ses choix langagiers. Parce qu'on considère les fautes de langue comme de la négligence, comme un manque de culture ou comme le symptôme du déclin de la langue. Mais en fait, on juge les erreurs sans les comprendre. Oui, puis on a tendance à penser que les erreurs de langue sont comme des espèces d'aberrations sorties de nulle part. En fait. C'est vrai. Et pourtant, on le sait bien, Isa, là, que les erreurs peuvent être expliquées en linguistique. Ouais. Mais là, on parle d'erreurs dans le sens plus commun du mot, mais d'un point de vue plus linguistique ou sociolinguistique, comment est-ce qu'on pourrait la définir? Ben, en fait, si on veut le définir simplement, Isa, ce qu'on perçoit comme étant une erreur de langue, c'est un manquement à la norme linguistique la plus valorisée dans une société à un moment précis de l'histoire. Je dis à un moment précis de l'histoire parce que, rappelons-le, Isa, la langue évolue constamment et donc ce qui est vu comme du bon français, entre guillemets, ben, ça aussi, ça change avec le temps. Par exemple, quand les colons français sont arrivés ici, ils disaient « sur la table »,« chenou », frette, moué, toué, parce que c'était ça le français le plus valorisé à l'époque. C'était en fait la langue parlée par la cour du roi en France. OK. Puis on s'entend que des formes comme moué puis toué, ils ont un peu perdu de leur prestige depuis ce temps-là. Hein? C'est plus du tout considéré comme du bon français aujourd'hui. Exact. Et ça nous permet de constater que la norme évolue constamment. Et c'est notamment grâce aux erreurs. Oh. En fait, Isa, il faut savoir que beaucoup de fautes, par la force des choses, là, finissent par devenir la norme. Parce que ce qu'on perçoit comme étant des erreurs, là, eh bien, c'est bien souvent juste des formes qui apparaissent dans la langue pour combler un nouveau besoin qui s'est créé chez les locuteurs au fil du temps ou pour compenser une lacune du bon français actuel. On peut penser à l'exemple contemporain de l'adjectif malaisant. Je sais pas si tu te souviens, Isa, mais fut un temps où on disait il faut pas dire malaisant, c'est pas dans le dictionnaire. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais en fait, le mot malaisant a été considéré comme une erreur jusqu'en 2005 au Québec. OK. On disait qu'il appartenait là, au registre familier. Mais son emploi très utile pour décrire certaines situations qui mettent mal à l'aise a fini par devenir la norme. Et aujourd'hui, ben, c'est plus une erreur. OK, donc les fautes d'aujourd'hui sont la norme de demain. Mais c'est pas toutes les erreurs qui vont devenir la norme, par contre. Il y a des erreurs qui gardent leur statut d'erreur pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Il y a des formes qui sont critiquées depuis longtemps et qui n'ont jamais gravi là, les échelons linguistiques pour devenir standard. Par exemple, ça fait longtemps que les francophones se font reprendre sur l'emploi généralisé du pronom relatif « que », comme dans la phrase « la fille que je te parle », à la place de la phrase « la fille dont je te parle ». Et c'est encore aujourd'hui considéré comme une erreur. Mais si ces formes-là perdurent, là, c'est parce qu'elles sont utiles pour les locutrices et les locuteurs. Elles sont pas là pour rien. Donc, justement, peux-tu nous en dire un peu plus sur les besoins auxquels les erreurs répondent? Ben oui, en fait, tout d'abord, une erreur pourrait répondre à un certain besoin de clarté. Parce que, et oui, la langue standard peut être moins claire que la langue familière. On peut penser aux fameux pléonasmes qui répondent parfois à un besoin de plus de précision. Par exemple, on nous dit souvent que la locution « prévoir d'avance » serait redondante parce que le verbe « prévoir » contient déjà l'idée d'anticipation, donc d'avance. Pourtant, si on l'oppose à l'idée de prévoir quelque chose à la dernière minute, eh bien, prévoir d'avance ajoute une précision importante quand même. Bon point. Puis, c'est la même chose avec plein d'autres prétendues erreurs de lexique en français. Oui, par exemple, là, si je veux annoncer à mes voisins que je fais une vente de garage, eh bien, selon la norme, il faudrait que je leur parle de vente débarras ou de bric-à-brac. Mais ça risque d'être un peu plus long de me faire comprendre. En effet. Ensuite,
on déroge parfois à la norme pour des raisons de simplicité ou de facilité. Parce que le but premier de la communication, surtout à l'oral, c'est de se faire comprendre, oui, de là l'importance d'être clair, là, comme je le disais, mais on veut pas non plus y dépenser trop d'énergie. On parle beaucoup dans une journée. En linguistique, on appelle ça le principe d'économie. On observe ça dans toutes les langues. Par exemple, comme tu en as parlé, Isa, là, dans ta capsule, sur la forme sala, comme dans sala du sens, la suite consonne-voyelle est toujours plus facile à prononcer dans les langues que l'articulation de 2 consonnes collées ou de 2 voyelles collées. C'est ce qui explique notre tendance à ajouter une consonne entre les 2 voyelles A dans sala du sens à la place de saa du sens. Ou à ajouter un T dans je vais être là à la place de je vais être là. Oui, la fameuse résolution du hiatus dont j'avais parlé. Oui, exactement. Dans un même souci de simplicité, Isa, on va aussi parfois surgénéraliser certaines règles linguistiques. On peut penser à la forme sont-est, où on a tout simplement joint la base du verbe du présent à la terminaison de l'imparfait, comme on le fait avec d'autres verbes. Il marche, il marchait. Il dorme, il dormait. Ils sontaient. Oui, c'est fou, c'est très stigmatisé cette forme-là, mais pourtant on voit très bien d'où ça vient puis pourquoi ça se dit. On le voit, absolument. Finalement, certaines erreurs répondent aussi à des besoins d'expressivité dans la langue. Pour reprendre le sempiternel débat sur l'utilisation de bon matin en français, qui serait un anglicisme, eh bien, personnellement, je me vois mal me lever tôt le matin, les yeux encore un peu croûtés et dire un bien formel bonjour à la première personne que je croise chez moi. Pourtant, ce serait ça la norme. Bon. Et là, Isa, pars-nous une bande sonore de violons mal accordés et de cris de détresse, parce que je pense aussi que la forme « si j'aurais » répond à des besoins d'expressivité chez les locuteurs. Tu oses aller là. J'ose aller là, Isa. Quand on dit là, « si j'aurais plus de temps, je ferais du bénévolat », à la place de « si j'avais plus de temps, je ferais du bénévolat », eh bien, on émet simplement des hypothèses, des conditions à la réalisation d'un événement à l'aide du si de condition et du temps de verbe qu'on appelle le conditionnel. Quoi de plus logique? Donc, lâchez-nous avec vos oreilles écorchées. Ça a beaucoup moins de poids sémantique d'utiliser l'imparfait dans « si j'avais plus de temps, je ferais du bénévolat » parce que l'imparfait, ben, c'est principalement un temps de verbe du passé comme dans « hier, j'avais plus de temps ». Donc là, si j'aurais, ils sontaient, je vais être, non, je vais être. Il y a des auditeurs qui sont sûrement en train de s'arracher les cheveux de la tête en ce moment, Manu. Es-tu en train de nous dire qu'on devrait faire des erreurs allègrement, sans arrière-pensée? Bien sûr, Isa, je suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire là, qu'il faut s'opposer à la norme linguistique et ignorer les conventions sociales là, qui se rattachent à la langue. Par contre, je suis clairement en train de dire qu'il faut arrêter de considérer ce qui s'écarte de la norme comme étant une faute honteuse ou quelque chose de dévalorisant. Et est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît, de s'empêcher d'utiliser des mots parce qu'ils sont pas dans le dictionnaire? La création lexicale, là, c'est ultra positif pour la vitalité d'une langue. Oui, comme j'en ai parlé dans ma capsule sur les dictionnaires. Excellente capsule, d'ailleurs. On la recommande à nos auditeurs et auditrices. Il faut aussi être conscient, Isa, que le respect de la norme linguistique, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense être du bon ou du mauvais français. La norme, c'est juste une convention sociale. Point. Et comme pour toute convention sociale, ben c'est important d'en être conscient et aussi de la respecter si, par exemple, on veut éviter de se faire juger. Oui, exact. C'est tout à fait normal d'essayer d'éviter les écarts à la norme dans des contextes plus formels, par exemple si on parle en public. Exactement. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que de déroger à la norme ne met aucunement la langue en danger. Ah, oui, c'est tellement un point important, Manu. Et on devrait pas, Isa, être gêné de parfois sortir des conventions. Exact. Parfois, pas parfois, mais par exemple, si je décide d'aller au cinéma en pyjama, est-ce que c'est une faute? C'est peut-être rigolo, mais est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est un manque de respect à l'industrie de la mode? Non. C'est simplement un écart à la norme et il n'y a rien de plus mal si ça arrive. En plus, c'est le fun d'être à l'aise quand on regarde un film, tout comme c'est le fun de parler librement sans avoir peur de ce que les autres vont penser. Oui. Donc, soyons clairs. Quand on s'offusque des fautes de quelqu'un, quand on juge une forme linguistique comme étant moins belle, on fait juste répondre à un conditionnement social. On porte simplement un jugement sur des formes linguistiques qui sortent du cadre social auquel on est habitué. C'est tout. Et rappelons, Isa, que même les gens les plus éloquents qui se scandalisent des erreurs des autres font eux-mêmes des erreurs sans le savoir. Tout le monde fait des erreurs. Et
si vous avez l'oreille fine ou sensible, ben vous allez en entendre des erreurs dans nos capsules. Absolument. Et je les assume. Yes. Merci, Manu. Merci, Isa.